Bonsoir Jean-Pierre, alors pourquoi, quand et comment la poésie, notamment poésie expérimentale? Ouais, j'allais presque dire bonne question. Alors, ce que je peux dire là, justement, c'est qu'il y a exactement 50 ans que j'ai commencé à publier de la poésie. Mais aussi des textes critiques ou théoriques en même temps. Je crois, bon, si on veut comprendre un peu ce que je fais, c'est essentiel. Après, j'ai lu Baudelaire qui disait qu'il ne concevait pas un poète qui ne soit pas doublé d'un critique. Mhm. Donc je me suis dit, bon, ça va, je suis dans les rails. Voilà, alors évidemment, j'avais essayé de griffonner des trucs, mais j'étais absolument pas satisfait des choses que je faisais. Et l'un de mes motifs d'insatisfaction, c'est que comme j'étais passionné de rock, je ne retrouvais pas dans ce que j'écrivais le truc, l'énergie, voilà, Le rythme du rock. le rythme, parce que c'est pas facile. Il faut dire que du point de vue de mes engouements parmi les grands poètes du passé, il y avait Mallarmé. J'ai longtemps été mallarméen et j'ai assez creusé la question pour ensuite m'apercevoir qu'il y avait des contradictions majeures dans la pensée de Mallarmé. On pourra peut-être en reparler, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon. Et puis, alors, après, il faudra attendre un certain temps pour que je devienne rimbaudien. Mais ça, c'est au fur et à mesure de ma thèse, donc ça nous amène quand même déjà dans les années 80-90. Donc j'étais mallarméen, et évidemment, pour le rock, c'est pas totalement adapté. Alors, il se trouve que j'ai rencontré. Alors pourquoi ces publications? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Alain Frontier, que tu connais bien, euh, et qui a aimé ce que je faisais. Donc les premiers trucs qui étaient un peu rock, il faut le dire, mais encore un peu lyrico-rock. Voilà. Et qui donc a voulu publier ça. Donc il y a un numéro de la revue Cheval d'Attaque qui est paru en 75, 1975, avec on pourrait dire mon premier texte un peu abouti. Et il y avait déjà de la recherche typographique, mise en page, euh, plus éclatée et plus, je dirais, quand même, on pourrait dire, ouais, c'est Mallarmé, hein, mais non, il y avait d'autres choses qui se passaient. Mais c'était pas vraiment encore la grande réussite, la grande mutation. Mais c'était sympa, ça me mettait vraiment Puis à l'étrier. dans ouais, et puis dans le move, parce que dans la revue, et à travers la revue, c'est pour ça que c'est très important de publier dans les revues, parce qu'on lit d'autres choses, et on rencontre Mm. des gens. Alors, comment j'avais rencontré Alain Frontier, c'est que, alors quelques années plus tôt, enfin très peu d'années plus tôt d'ailleurs, je passais le CAPES. Mhm. Et je me suis retrouvé dans sa classe comme stagiaire. On faisait 3 stages, donc un semestre dans sa classe, donc je voyais comment ça se passait. Alors c'était très trompeur parce que ça donnait l'impression que c'était vachement facile de faire des cours en lycée. Et bon, ce n'est pas si facile que ça. Et évidemment, on s'est mis à parler de poésie, de Mallarmé, de toutes sortes de choses. Et donc, c'est ainsi qu'on est devenus assez amis, et même très amis. À l'époque, Voilà. il avait déjà Cheval d'attaque? Non, c'était pas. Et effectivement, il était dans la revue Cheval d'Attaque. D'accord. Et on a parlé un peu de cinéma.
Et c'est ainsi que j'ai publié sur les 4 numéros du début de l'année 75. Mon premier article un peu développé sur le cinéma, c'était sur Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. J'ai récidivé beaucoup plus tard, il n'y a pas très longtemps, avec l'autre grand film de Rivette, Out 1. Ça, c'est publié dans les cahiers de Tinbad. Donc ça, c'est un raccourci saisissant hein, de tout mon travail critique et théorique un peu marginal par rapport à ce que j'ai fait proprement en poésie. Mais bon, ça s'entend. Et j'étais aussi fondu de nouveaux romans à l'époque. Hein, et donc il y avait un côté Ricardou dans mon Céline et Julie vont en bateau, ce qui a posteriori m'est apparu quand même très paradoxal. Voilà. Donc j'ai repris l'article depuis. Et voilà, parce que d'une des choses, alors qui me sont pas propres, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que très souvent les auteurs, alors c'est peut-être plus vrai des romanciers, ils font un livre, et puis un autre livre, et puis un autre livre, et moi j'ai toujours fait les trucs parallèlement, et donc ça prend du temps. C'est pas publié tout de suite, il y a beaucoup de changements, voilà. Et d'où l'intérêt aussi des revues qui font qu'on a quand même des traces des versions antérieures. C'est intéressant pour les critiques et les généticiens, parce que j'ai une épouse qui est spécialiste de génétique, et notamment de génétique proustienne. Donc il y a un gros volume là d'un recueil de lettres de Marcel Proust, et donc ça pourrait l'intéresser, mais comme elle ne s'intéresse pas plus que ça à la poésie, elle me laisse tranquille pour l'instant. Alors, voilà, donc ça c'est Alors ça ne dit pas comment la poésie est venue, mais j'en ai parlé. Je crois que c'est dans le volume Poésie c'est crever le matelas de mots, publié à l'atelier de l'Agneau, Françoise Favretto. J'en ai parlé parce que très tôt, j'ai été happé par les questions de langage. Alors, je veux dire, dès que j'étais à l'école primaire, ça me passionnait, la grammaire. Je faisais rire les étudiants, et c'était vrai, je leur disais, les deux matières que je préférais, c'était la grammaire et la géographie. Alors je voyais les mines s'allonger. Et la grammaire m'a toujours passionné. Et l'évolution des langues, le devenir des langues, c'était quelque chose de très important pour moi. Donc j'ai fait des études, après, de philologie, en grec, latin, langues indo-européennes. Et je crois que ça joue un rôle considérable aussi dans ma vision de la poésie, quoi. Alors il y a eu une rencontre entre les deux, c'est quand j'ai fait une maîtrise sur le dialecte de l'auteur grec tardif Théocrite, très bon poète, parce que là j'ai été vraiment confronté au travail de philologie, de comparaison des versions, voilà. Et cela se situant dans le cadre de la linguistique comparée des langues indo-européennes. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que la poésie, peut-être elle prend racine là. D'ailleurs, j'avais des petits carnets quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais des petits carnets comme ça, où je notais ce qui m'apparaissait comme des bizarreries de langue. Et même j'inventais des trucs. Je cherchais à faire par exemple, des conjugaisons de substantifs. Donc ça ça m'intéressait beaucoup. Après ça m'a intéressé davantage parce que c'était pataphysique. Et voilà, c'était les sciences imaginaires. Donc quand j'ai lu le
traité de pataphysique de Jarry, là, j'étais dans mon élément, quoi. Donc tout ça, c'est mes influences, hein, voilà. J'ai lu Queneau, justement, bâtons, chiffres et lettres, pourquoi il écrivait comme ça, hein, et ces textes en néo-français, hein, comme il disait, donc qui cherchait par la graphie à rendre le parler populaire. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même ça. Voilà. Mais bon, alors il se trouve que dans les années 70, il se passait quand même des choses aussi. Alors j'avais beaucoup aimé, j'en suis revenu, mais enfin ça m'a servi, les poètes du manifeste électrique aux paupières de Jupe. D'accord. Parce que eux, ils faisaient le truc avec rock. le rock. Voilà. Ouais. Alors il y avait aussi la picouse avec, évidemment, mais qui m'intéressait moins. Mais effectivement, ça me parlait. Et puis, ben, justement, il y avait dans le rock qui m'intéressait, ben, il y avait Bob Dylan, par exemple. Hein, donc cette histoire, marier la poésie au rock ou marier le rock à la poésie, ça m'intéressait. Je ne l'ai jamais vraiment fait, mais c'était sous-jacent, quoi. Et puis, de fil en aiguille, bon, bah, j'ai fait quelques textes. Alors, quand les textes sont sortis, alors il y a un autre texte qui est sorti dans la revue Minuit, en 1975, ça, mon démarrage. C'est un texte que je n'aime plus trop depuis, parce que je trouve que je prenais la pose de l'écrivain de Minuit. Mais bon, j'étais assez content. Hein, il y avait un texte de Beckett dans le même numéro, hein, c'est pas mal. Et puis j'avais eu un petit mot de Jérôme Lindon, que j'ai perdu. Alors ça, c'est un truc extraordinaire, que j'ai perdu. C'était sans doute la marque que j'étais pas fait pour ces directions-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour aller vite, quand même, avec Alain Frontier et Marie-Hélène Denain, nous avons découvert la poésie sonore, en fait. Alors, il faut dire aussi, en compagnie de Sylvie Nève, que j'avais eu comme élève en 74-75. Hein, et voilà, nous sommes restés très longtemps ensemble et nous avons mis au point des shows complètement poétiques à deux. On a extrêmement travaillé et ça a été le début de nos épisodes scéniques, vocaux-scéniques, avec enregistrement, etc., etc., etc. Et ça, c'était au moment de Tarte à la crème. Donc, déjà. C'était, oui, on peut dire ça. Ça a commencé, oui, on peut dire ça. C'est à peu près simultané, oui. Car c'est en 78-79, et je crois que Tarte à la crème, ça commence en 78. C'est en 78-79 qu'on a assisté à des lectures de Heidsieck, de Michel Métaille, au départ dans une maison de la... dans une MJC, la MJC de la Pie à Saint-Maur, en banlieue parisienne. Et parce qu'il y avait des lectures, des après-midi de lecture. Il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était très long et c'était très ennuyeux parce que beaucoup d'auteurs ne savaient pas lire. D'abord, premièrement, ils lisaient des textes qui n'étaient pas faits qui n'étaient pas prévus pour être proférés. Hein, c'est ce que plus tard j'ai appelé la question de la lucidité ou de la pertinence médiopoétique. Hein, il faut que le médium avec lequel on a fait les poèmes appelle cette profération scénique.
Sinon, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, mais ça, j'ai théorisé ça beaucoup plus tard, bien sûr. Mais je m'en rendais compte. On s'en rendait compte. Il y avait des textes qu'on n'aurait jamais cherché à lire en public, etc. Et donc, des auteurs qu'on aimait bien lire dans leur publication nous décevaient beaucoup. À l'oralité. Et oui, et ils desservaient leurs propres œuvres. Par contre, j'ai vu très tôt Verhaegen. Et ça, c'était Notre cher Jean-Pierre. une belle chose, ouais. Voilà. Donc, un salut à Jean-Pierre. Et qu'est-ce que Vous avez été rencontré assez tôt, effectivement, à la frontière, vous m'avez dit. Oui. Vous avez découvert les poètes sonores, notamment Haïsik, mais Chopin également. Oui, alors on a vu Chopin, et à Arras, parce que nous vivions à Arras, il y avait un centre culturel qui s'appelait le Centre Norrois, qui était un peu déjà bloqué sur des choses du passé, mais du passé récent, mais qui était très accueillant, très ouvert, et il se trouve qu'ils ont fait une exposition Camille Brienne, et il n'y avait pas que Brienne, je ne sais plus qui il y avait aussi. Et à l'occasion de cette exposition, ils ont diffusé pendant tout le temps de l'expo, donc il y avait plusieurs étages, c'était un petit beaubourg à Arras, hein. Ils ont diffusé le disque où l'on entend Brienne lire un certain nombre de ses textes, alors des textes phonétiques, des textes sur la peinture, etc. Et je traversais la pièce parce que j'allais dans l'atelier d'électroacoustique pour apprendre un peu à faire des enregistrements sur les bandes magnétiques et tout ça. Il y avait un synthétiseur, voilà, c'était formidable, je m'éclatais. Et je passais, alors j'entendais Brienne, quoi. J'avais jamais entendu parler de Brienne. Et là, je l'ai découvert et je suis venu au vernissage et j'ai rencontré la veuve, la récente veuve de Brienne, par qui j'ai eu la chance de me procurer le livre Carte blanche. Enfin, c'est pas un livre, c'est comme je l'ai écrit quelque part, c'est un volume multimédia avant la lettre, hein, puisqu'il y avait des diapositives de peinture de Brienne, il y avait les partitions des textes et il y avait l'enregistrement sur disque. Donc, muni de ça, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, nous avions commencé avec Sylvie à faire un duo qui s'appelait Poème Show avec des textes de nous, des textes de l'un, des textes de l'autre, mais souvent lus à deux voix, et puis un seul texte de nous deux. Et là, l'idée est venue, je crois que c'est après Brienne, après avoir entendu Brienne, et avoir eu les textes en main et dans l'oreille, d'ajouter des textes d'autres que nous, des textes d'avant. Parce que les gens nous disaient, mais on n'a jamais vu de la poésie comme ça, etc. Bon, c'était tout à fait extraordinaire. Je veux dire, nous on faisait notre truc, on n'imaginait pas que ça allait sonner. Parce que bon, Dada, on savait quand même un peu les choses. Mais beaucoup de gens tombaient des nues à entendre ce qu'on faisait. Alors bon, on s'est dit, on va faire un peu de pédagogie. Donc on a mis sur point un autre spectacle qui s'appelait Dada Mix. Donc il y avait Tzara, il y avait Brienne, il y avait beaucoup de choses. Et moi j'ai beaucoup continué à faire là je lis depuis pas mal de temps à deux voix. Alors ça aussi c'est une chose que j'aime beaucoup, plusieurs voix. Je lis notamment un texte de Sephore, avec les Holovig,
Michel Seurat. Voilà, c'est tout en roulant les R, hein, que j'ai découvert il y a assez longtemps, mais bon, je ne m'étais pas lancé. Alors ça me fait un plaisir énorme de faire entendre aussi ces textes-là qui sont vraiment dans mon histoire. Enfin, je veux dire, si on veut comprendre un peu ce que je fais, même des textes miens, il y a tout ça. Il y a évidemment Bernard Herzig. Et puis alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Dans la foulée de tout ça, je me suis inscrit en thèse sur les questions de versification qui me passionnaient depuis très très longtemps. Comme tout ce qui touchait à la langue, j'ai été confronté à ces histoires de versification et j'ai voulu montrer ce que je pensais être ce qui s'est passé réellement entre l'époque, disons, post-romantique, le Parnasse, machin, et l'époque où on en arrive au calligramme, à la poésie phonétique, etc. En gros, de Rimbaud à Apollinaire, hein, mais je déborde volontiers. Et il se trouvait qu'un spécialiste de versification, de métrique, qui s'appelle Benoît de Cornulier, qui officie à Nantes, a contribué grandement à ce que je puisse faire cette thèse, parce qu'il avait publié un livre intitulé Théorie du vers, mais qui, je précise toujours, est une théorie du maître. Et puis il y avait eu le bouquin de Roubaud, La vieillesse d'Alexandre, dont j'avais beaucoup aimé la première partie, mais pas du tout la seconde, puisque dans la seconde, il essaye de montrer que le vers libre, c'est toujours des fragments d'alexandrin. Ce qui, évidemment, est totalement à côté de la plaque, quoi. Hein. Bon. Alors ça m'a évidemment, ça a aussi contribué à jouer un rôle dans ma propre écriture. C'est pour ça que je ne peux pas démêler mes travaux théoriques, même s'ils ont été faits dans un cadre universitaire, etc., etc., et mes pratiques poétiques, alors qu'ils sont plutôt effectivement du côté des marges. Enfin, c'est moins les marges aujourd'hui, mais je trouve que ça tend à le redevenir. Ça le redevient, c'est un peu le problème ces derniers temps. Mais enfin, bon, on ne va pas épiloguer. Donc, je ne sais pas si j'ai bien suffisamment répondu à cette question-là. Mais donc on n'a pas fini. Oui, non, bien sûr. Et donc les premières rencontres, notamment autour des poètes que tu as mentionnés, notamment Michel Métaille, notre ami Michel Métaille, Bernard Herzig, rapidement tu t'es dit voilà, c'est ma bande entre guillemets. Et est-ce que déjà à l'époque bon, c'était peut-être un peu la fin des lettristes, mais on parlait tout à l'heure de François Dufresne, il y avait peut-être encore les ultra-lettristes, donc Dufresne, Wallmann, Brault. Est-ce que voilà, et pareil l'école entre guillemets Chopin déjà, donc il y avait plusieurs dans les poésies expérimentales, plusieurs sous-écoles entre guillemets. Alors là, oui, on doit même parler de ça. J'avais vu, on l'avait vu d'ailleurs avec Frontier, Denain, Sylvie, etc. Dufresne plusieurs fois en lecture, on avait parlé ensemble. Et j'ai mis un morceau de Dufresne à mon programme, notamment lors d'un Polyphonix où, alors c'est Bernard Herzig qui nous avait fait inviter, Sylvie et moi, ainsi que Patrick Berard, Valdois, et le regretté Bruno Montel. C'était une petite session ça se passait à la Maison des Écrivains. Et j'avais fait part à Bernard de mon envie de faire
le recitativo all'italiana de François Dufresne. Il en avait parlé à la veuve Dufresne, puisque Dufresne était disparu très récemment. Je crois que c'était dans les années 80, enfin début des années 80. Et il était venu m'écouter. J'étais un peu intimidé. Et elle m'a dit, ouais, enfin elle m'a pas dit ouais, mais oui, c'est comme ça qu'il lisait. Elle m'a parlé de la lecture que j'ai entendue plus tard en Italie. Il fallait évidemment qu'ils lisent ça chez les Italiens. C'est un texte très drôle à lire. J'ai pris un plaisir particulier. Donc, effectivement, c'est toute cette poésie-là, je veux dire, ça m'a fait embrayer après Queneau et puis, évidemment, Bernard Hetzig. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai soutenu ma thèse en 91. Il est venu à la soutenance, Bernard. Je le revois toujours. Il était très dépassé par toute cette, comment dire, toute cette quincaillerie universitaire. Et il se trouve, c'est à peu près le moment où Jean-François Bory, qui avait une collection chez Verrier, avait dit à Bernard qu'il était temps de faire un livre sur lui. Et il avait demandé à Bernard quel auteur. Et donc, je ne savais pas tout ça. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Et alors, c'était le très humble Bernard. Alors, c'est ça qui était. Pour moi, c'était le truc à l'envers. C'était le très humble Bernard Hetzig qui me demandait si, en quelque sorte, si je consentirais à faire ce livre sur lui. Alors, bon, c'était là. Mais c'est pas du chiquet, c'est pas de la fausse modestie. Il était comme ça, hein, Bernard. Parce que comme j'avais ce côté effectivement très manieur de concepts et de trucs universitaires et tout, pour lui c'était vraiment un truc extraordinaire. Mais son argument suprême, c'était que j'étais des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire, j'étais le théoricien et je pratiquais la poésie scénique. Et ça lui plaisait évidemment beaucoup. Alors, on a eu bien du mal parce que Verrier a disparu. Donc, il n'y avait plus de livres. Mais, par l'entremise de la regrettée aussi Arlette Albert-Birot, qui en a touché un mot à Jean-Michel Blas. Voilà, c'est comme ça que. Okay. Voilà. Je la connaissais, Arlette, parce que mon directeur de thèse, c'était Michel Descaudins, et elle venait, Arlette, au séminaire de Michel Descaudins, parce que Apollinaire, Albert Birot, hein, voilà. Donc, et j'ai d'ailleurs fait un one-man show que j'ai appelé Grabignoulor, avec le passage où Grabignoulor reçoit des tas d'artistes, d'auteurs, etc., qui est un passage complètement délirant. Et je m'étais lancé là-dedans. Donc ça, c'est quelques années après, mais vraiment tout ça, c'est dans une... non, c'est quand même un peu plus, peut-être une dizaine d'années après. Je l'ai fait la première fois au colloque. Alors, est-ce que c'est la première fois au colloque de Cerisy, Pierre-Albert Birot, qui devait être en 94, si je ne m'abuse, ou bien je l'ai fait avant ça, à la Maison de la Poésie de Grenoble, alors que j'habitais pas du tout Grenoble à l'époque. Hein. C'était par l'intermédiaire d'un personnage que peut-être tu n'as jamais entendu parler, mais qui était un personnage regretté aussi, qui vivait près de Grenoble, Georges Assomeris. C'était un grec d'origine,
parce qu'il y avait près de Grenoble, il y a une ville qui s'appelle Pont-de-Cherruy, où vivaient énormément de Grecs exilés depuis l'époque des colonels, etc., etc. Et donc, comme tous communistes, etc., etc. Et Georges Sommeris écrivait de la poésie, était très militant pour la poésie. Et je l'ai connu dans le nord de la France. Un jour, il a fait une apparition. On faisait des week-ends poétiques avec alors, ce qui était ma bande des débuts, notre bande, c'est-à-dire des gens du nord, et puis aussi des gens du sud-ouest. Ok, Voilà. oui. Ça, c'était nos bases de départ. Et Lucien Suel était dedans? Alors, Lucien Suel était dans la bande du Nord, bien sûr. C'est le premier ami poétique que j'ai rencontré quand je suis arrivé dans le Nord. Et il est resté un ami Lucien. Voilà, que j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc ça tombe très bien. Mais je trouve que c'est un gars formidable. Et je l'ai écrit d'ailleurs. Ce qui me réjouit toujours et ce qui m'a charmé dès le départ, c'est cette combinaison qu'il fait entre l'enracinement local, l'enracinement dans une culture locale, familiale, régionale, linguistique du Nord, hein, des mines, de tout ça, et son côté citoyen du monde, enfin, voilà. Je trouve ça formidable. Je ne connais pas beaucoup d'exemples à ce point poussé. C'est un vrai local. Oui, c'est vraiment bien. Puis l'influence, effectivement, pareil, du rock, Claude Pellieu. Bah oui, alors on a beaucoup parlé de rock ensemble, voilà. Parce que je faisais une émission sur une radio à Arras. Bon, ça vient tout en bordel, hein, je raconte comme ça les choses. Je faisais une émission pendant plusieurs années. Et une année, j'avais invité les gens par ordre alphabétique. Donc à la lettre S, j'ai dit, j'invite Lulu. Voilà, donc il nous a fait des textes. À l'époque, il ne lisait pas encore beaucoup en public. Et là, c'était à la radio. Donc il nous a fait des textes, notamment le truc dont le refrain est Longue tôle saillie. Voilà, donc ça, c'était le rock, quoi. Formidable. Alors, c'était Elvis en poésie expérimentale, via les beats. Voilà. La Beat Generation. Ouais, donc ça, c'est ça. C'est le melting pot suélien. Bon, et puis après, il a inventé, il a fait partie vraiment avec la bande à Ivar Schwabart, que j'avais bien connu aussi, ce que j'ai appelé les arithmogrammes. Il disait les colonnes, les poèmes justifiés, les vers justifiés, et Ivar m'avait demandé, alors lui c'était à propos de ces vers à mots comptés, il m'avait demandé comment on pourrait appeler ça. Et effectivement, on est arrivé à arithmonyme, parce que arithmos en grec, hein, avec un H, sans H, c'est le chiffre, c'est le nombre. Et du coup, j'ai pensé à arithmogramme pour les textes à lettres comptées. Donc j'ai refilé le renseignement donc à tous ceux qui font des arithmogrammes. Moi j'en avais fait quelques-uns, mais j'ai pas systématisé et je trouve que Lucien là encore a inventé et créé des tas de formes arithmogrammatiques tout à fait formidables, quoi. C'est bon, voilà, ça c'est lui. Alors, on avait fait des digressions, on était parti. De digression en digression. De ta thèse sur Bernard Haitz. Enfin, c'est voilà. le livre. Alors, j'ai fait effectivement, donc, dans la foulée de la thèse, quoi, hein,
Je me suis pas reposé beaucoup là. Le livre, donc une fois que Jean-Michel Place s'est déclaré d'accord, je me suis mis au boulot. Et alors là, évidemment, j'ai découvert l'œuvre de Heitzig dans toute sa variété, dans sa chronologie aussi, parce que bon, on entendait des morceaux, mais et donc j'ai décidé de alors ce qui commençait à être considéré comme mauvais chez les universitaires, mais je m'en foutais, c'était pas un livre universitaire, de toute façon je m'en fous, c'est le chronologique, qui à cette époque-là était très mal vu. Mais il est clair que quand on suit un petit peu l'évolution de Bernard, on voit effectivement se manifester des phases, des transitions, de nouvelles phases, etc. Et je me suis aperçu, alors c'est extraordinaire, parce que Bernard, c'était pas un théoricien, c'est quelqu'un qui a accompagné de notes, les notes a posteriori et autres, extrêmement éclairantes, etc. Mais c'était pas un théoricien. Or, c'était pas un linguiste non plus, c'était pas... Or, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, je ne suis pas parti de cette idée, c'est venu au fur et à mesure du travail, c'est qu'à chaque nouvelle phase de sa poésie, il s'attaquait à des problèmes de linguistique qui étaient, au fond, qui eux aussi étaient apparus chronologiquement dans la linguistique. Il passait de trucs assez structuraux, etc., à l'intégration de l'énonciation, etc., de la pragmatique, notamment dans les respirations, les brèves rencontres. Là, on a vraiment la pragmatique du discours, etc. C'est ce qui vient en dernier chez lui, c'était ce qui venait en dernier dans la linguistique. C'était formidable. Et il a fait... tu penses qu'il avait lu des livres de linguistique ou pas du tout ? Pas du tout. Il découvrait, il était ravi. Alors, dans le premier chapitre, je crois que je parlais beaucoup en termes de figures. Donc, il me disait « Ah, formidable, je ne savais pas que j'avais fait ceci, cela, tout. » Et bon, après, c'est pareil, il était très très étonné qu'on puisse effectivement tenir des discours savants sur ses travaux. Et il n'y a pas moyen d'y échapper, sinon on passe à côté vraiment de quelque chose. C'est-à-dire, là, et j'ai pas eu le temps de beaucoup y travailler dans le livre, j'en dis quelques mots, mais depuis, c'est-à-dire depuis que je me suis mis à ma dernière grande phase théorique qui est la médiopoétique, il est évident que ça a été nourri, ma découverte de la question du médium telle que je la pose là-dedans, a été nourrie par toute ma réflexion sur son œuvre et sur d'autres, mais sur la question du médium, qu'est-ce que c'est que de faire un poème avec quelques phrases enregistrées, mais des bruits du métro parisien, etc. Ou bien de prendre des émissions de radio du matin qui incitent les gens à se dépêcher pour aller bosser, et d'en faire un petit montage qui montre à quel point c'est odieux ce rôle de la radio matinale. Pour réveiller les masses. Ça, c'est la semaine. Formidable. Et bien, là, il n'a pas écrit un mot là-dedans. Et alors, il y a du médium linguistique, mais c'est du médium linguistique radiophonique. Et c'est le travail sur ce médium de médias qui, passé au médium
bande magnétique, etc., donne ce résultat. Alors ça, pour moi, c'était vraiment un pas en avant dans ma réflexion sur le médium. Et voilà. Donc ça, j'en ai parlé, mais après le livre sur... un petit peu quand même, ça apparaît à certains moments, mais j'en ai parlé plus amplement voilà, après ce livre. Parce que je ne l'ai jamais lâché, Heitzig. Hein, voilà, ça c'est... J'allais toujours l'écouter le plus possible. Et on a fait le colloque à Cerisy. En 96, Voilà. 97. Alors, beaucoup de gens croyaient que c'était un colloque sur Bernard Heitzig. Non, c'était poésie sonore. Alors, voilà, c'était poésie sonore, poésie action. Et nous étions donc co-organisateurs. Et... il n'y a pas eu de publication? Non, c'était impossible. Parce que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps sur le site de Cerisay, et puis ils font effectivement des publications quelquefois, des colloques. Oui, je me suis dit, tiens, est-ce que celui-ci, 97, je me dis peut-être qu'il n'existe plus ou, non, c'est 99. 99, pardon. Je voulais que ce soit 98 parce que ça aurait été ses 70 ans. Mais c'était déjà pris 98, tout était réservé à Cerisy. Donc, on a fait 99. C'est bien, c'est la fin du siècle, bon, pas mal. Et ouais, ça a été assez réussi. Moi, j'étais un peu inquiet parce que il y avait quand même des personnages qu'il faut tenir. Et comme j'étais au courant des colloques tels quels, où Solers et ses copains avaient foutu un bordel pas croyable, et qui avait laissé quelques souvenirs mitigés à Éditeur Gon et bon, à l'équipe de Cerisy, je surveillais. Il y a eu un incident, mais c'était... oui, c'est Francesco Conz, que je ne connaissais pas du tout, moi, qui est arrivé, qui a fait boire tout le monde. Alors là, ça a été catastrophe. Et, parce que oui, ils sont très... À Cerisy, ils sont plutôt calmes, on va dire. Oui. Ça. Et donc là, ils ont vu arriver les punks. Et là, c'était assez dur. Voilà, et alors Francesco Conz qui a insulté Éditeur Gon. Enfin bon, alors j'ai un peu voilà, essayé de... Heitzig aussi, parce que Heitzig connaît bien Francesco Conz. Pour moi, c'est... C'est un grand collectionneur. Voilà. Mais je le connais, je ne savais pas à l'époque. J'ai découvert tout au fur et à mesure. Hein. Voilà. Et alors, Heitzig a montré des coupures de journaux sur Francesco Conz à Éditeur Gon pour montrer que dire que c'était un grand personnage. Moi, j'ai essayé voilà. Bon, mais ça s'est bien passé. J'ai pu faire d'autres Cerisy. Enfin, pas comme organisateur, parce que une fois ça va, mais j'ai participé à beaucoup de colloques là. J'aime beaucoup aller à Cerisy, et c'est vrai que c'est porteur, et le cadre est formidable. Voilà. Bon, c'est encore une digression, mais... donc là, ce colloque est quand même un colloque... c'est un colloque marquant, oui, parce qu'on avait... on avait des Stellanson, on avait des Italiens, on avait beaucoup de monde, quoi. Et même Giroud, bien sûr. Chopin n'était pas là. Chopin n'était pas là parce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz avec Heitzig. Et lorsque mon bouquin sur Heitzig est sorti, j'ai reçu une belle engueulade de Chopin. Donc ça, c'est intéressant. Une petite lettre. À savoir, parce que bon, on avait parlé avec Chopin sympathiquement, mais il m'a écrit en disant que il ne pouvait pas être dans la même histoire, je n'aurais jamais dû le mettre dans ce livre, etc., etc.
c'est un livre sur Bernard Herzig. Il n'y avait absolument pas lieu de parler de Chopin. J'ai dit, je regrette, mais Bernard m'a vraiment dit que on ne pouvait pas faire un livre, d'ailleurs je n'aurais jamais fait comme ça, un livre où il n'y aurait que Bernard Herzig d'un bout à l'autre et qu'on ne parle pas des autres, quoi, hein, c'est pas possible. Faire un livre sur Bernard Herzig sans parler de François Dufresne, d'Henri Chopin, etc., c'est pas possible. Bon. Donc, j'ai essayé de le calmer. Alors, j'ai utilisé un argument. Je dis, on peut admirer Schwitters et Haussmann et comprendre leurs divergences, etc. Alors là, il m'a envoyé bouler, et donc on peut admirer Bernard Herzig et Henri Chopin. Et là, il me dit, vous pouvez garder votre admiration. Bon, après, il a consenti à me reparler, mais enfin, c'était plus tout à fait ça, quoi. Ah, c'est très dur. Mais alors, je le comprends parce que c'est un peu le ressentiment du prolétaire face au bourgeois qui a reçu le prix de poésie en plus. Voilà. Il y a eu tout ça. Une lutte de classe. Voilà. Il y a eu tout ça et je crois que ça joue beaucoup son rôle. Parce que, bon, voilà. Je le comprends, moi je suis un prolo et je peux le comprendre, mais... Ça, la question de l'argent en poésie, c'est assez intéressant. En poésie et mouvement d'avant-garde en plus général. Moi j'ai été, alors, ça va quelquefois plus loin que ça. Dans mes premières années de poésie, où j'étais dans beaucoup de revues, etc., etc., certains... D'abord, il y a eu, par exemple, je me souviens de un certain Jimmy Gladiator, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'était un poète anarchiste, qui était monté en créneau en disant que c'était pas possible, Bernard Herzig, tout ça, on ne pouvait pas être banquier et poète, des niaiseries, évidemment. Et moi, je me suis fait traiter de France cultureux, etc., parce que j'avais un discours intellectuel sur la poésie, et ça ne plaisait pas. Donc j'étais assimilé à ces espèces de bourgeois de la poésie, ou je ne sais quoi, alors qu'évidemment c'est pas du tout mes origines ni mon propos, quoi. Hein. Alors, il est vrai que j'ai été invité après, mais c'était après, plusieurs fois sur France Culture, mais là, ça fait 10 ans que pas du tout. Donc, voilà. Mais oui, il y a toujours, malheureusement, une volonté de classifier les gens. Ça marche toujours beaucoup. Et même parmi les poètes. Oui. Ça marche toujours beaucoup. On classifie, on pourra parler des vroom vroom aussi plus tard. Alors, comment on pourrait embrayer là? Donc, effectivement, on a parlé. Pour toi, effectivement, comme tu as beaucoup travaillé sur Bernard Herzig, Henri Chopin, tu l'as côtoyé. Au-delà du personnage, par rapport, qu'est-ce que tu dirais sur son œuvre versus celle de Bernard Herzig, même si... Ah bah oui, mais Chopin, c'est un autre... Alors, globalement, on peut dire, parce qu'il y a un truc, ça c'est Frontier qui avait écrit dans un petit article, il n'y a que chez les poètes sonores qu'on parle autant de sémantique ou de pas sémantique. Hein. Effectivement, il y a eu cette idée, et bon, c'est pourquoi, bon, moi je suis arrivé dans ce domaine avec aussi une volonté d'éclairer théoriquement les choses. Je pensais que je pouvais le faire, parce que les discours sur la poésie sonore, etc., que je pouvais lire, donc les discours pas exogènes, mais les discours venant de poètes sonores, de poètes d'action, etc., tout intéressant qu'ils me parussent, manquait de fermeté théorique
Et j'avais un peu cette ambition De faire le lien. de faire effectivement un panorama théorisé, pas classifié, mais théorisé. C'est de même que je pense que, par exemple, en littérature en général, la théorie des genres, pas les genres au sens actuel du terme, hein, mais voilà, théâtre lyrique, machin, poésie lyrique, poésie épique, poésie gna gna. La théorie des genres a fait son temps et j'ambitionne que la médio-poétique s'y substitue parce que, et ce qui m'a donné l'idée, c'est effectivement les poètes au magnétophone, les poètes de la scène, c'est-à-dire qui utilisaient un éventail de médiums, c'est-à-dire de médias, mais médias M-E-D-I-A, hein, c'est pas le pluriel de médias, la radio, la télé, c'est les médias, hein, c'est autre chose, voilà. C'est compliqué hein, d'avoir une terminologie claire, déjà rien que ça. Intermédiaire, mais ça se rapproche quand même de l'intermédiaire. Rien que ça, c'est très compliqué. Il faut distinguer les médias qui sont TF1, Le Figaro, je prends pas les meilleurs, hein, Tarte à la crème est un média, était un média. Doc est un média. Mais ce média combine plusieurs médias, pluriel de médiums. Hein, voilà. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre, alors que ça me paraît évident qu'il faut distinguer. Bon. Alors, je vais essayer de continuer un petit peu mon historique plus perso en poésie. Je vais parler de mes éditeurs, des rencontres. Parce qu'on a bien vu que c'était des rencontres, Alain Frontier, Lucien Suel, voilà, des rencontres formidables. Lucien Suel qui m'a fait rencontrer Jean-Louis Houchard, que tu ne connais peut-être pas, qui est un poète très, très bizarre, qui utilise volontiers une sorte de langage scientifique perverti, etc., et qui est un multi-instrumentiste. Notamment, on fait un duo, lui aux percussions, à peau, etc., et moi à la voix plus ou moins sportive. Voilà. Donc ça, et je dois ça à Lucien Suel qui m'a passé un petit bouquin de Houchard, c'est au tout début, il m'a dit, ce mec-là, il devrait te plaire. Voilà. Donc voilà les rencontres en cascade. Alors, autres rencontres en cascade, donc il y a eu le Nord, je n'y reviens pas trop, et puis le grec qui est arrivé dans le Nord, qui m'a fait faire le Grabigny-Oulor là-bas à Grenoble. Et puis alors, il se trouve que parmi mes éditeurs, éditrices, etc., du tout début, il y a eu la revue 25 et l'atelier de l'agneau, que nous avons connu, Sylvie et moi, à l'époque où il était encore là-haut, en Belgique, hein, à Liège, plus exactement à, comment ça s'appelle, Ougré. Alors, l'atelier de l'agneau, qui avait été fondé au départ par Robert Varlet et Jacques Izoard, sur une espèce de continuation de la revue de Jacques Izoard qui était Audradec, si je ne me trompe pas. Et c'est dans le début des années 80, on avait décidé, Sylvie et moi, de faire un petit peu un tour alors pas un tour de table, mais un tour de poste des revues qui nous paraissaient intéressantes, des éditeurs. Bon, très peu nous ont répondu, mais ça a été le contact avec
Françoise Favretto et Robert Varlet, qui très vite nous ont publié dans un numéro. Et puis on s'est vus à Paris. Et puis ils ont mis en route des rencontres annuelles des amis de 25. Ça s'appelait les rencontres des amis de 25. Ça se passait vers Sainte-Foy-la-Grande, par là. Parce que Françoise Favretto, son nom l'indique, est fille d'Italiens, et notamment de vignerons italiens, qui s'étaient installés là, dans la région, là-bas. Et il se trouve que Sylvie et moi, à Lyon, tous les étés, en Dordogne, dans la maison de la grand-mère, etc. Et que la rencontre s'est faite entre tous ceux du sud-ouest, donc Bordeaux, Périgueux, tous ces coins-là, et l'atelier de l'agneau et nous. Donc là, il y a eu une connexion, et ça c'est intéressant parce qu'il y a eu une floraison à ce moment-là de revues plus ou moins petites, plus ou moins grandes, et ça fonctionnait sur le mode de l'échange. Voilà, on échangeait les revues, papier, les cassettes, etc. Et qui était dans les autres poètes assez dynamiques? Alors, justement, là, on a rencontré des gens qui sont toujours, qui sont restés nos amis, alors, plus ou moins, voilà, ça va, ça vient, mais par exemple, Didier Moulinier, l'éditeur de tous ces livres-là, ça s'appelle Les contemporains favoris. Notamment, c'était des petits trucs qui imitaient les petits classiques Larousse scolaires. Hein. Donc, il y a une préface, il y a des notes, il y a des sujets de devoir à la fin. Donc, il y en a un qui m'a été consacré, c'est Alain Frontier qui s'est collé, évidemment. Et donc, ça, c'est des idées de Didier Moulinier, qui par ailleurs a fait alors c'était pas une maîtrise ou un DEA, mais c'était un équivalent, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, sur ce qu'il avait appelé la poésie. C'est pas la poésie littérale, mais c'est quelque chose de ce genre qui avait beaucoup plu à Julien Blaine. Ok. Voilà, donc c'était un travail sur les poésies sonores, etc. Pas seulement sonores, sur des poésies expérimentales. Je ne me souviens plus du titre, comment il avait appelé ça. Donc, et Didier Moulinier est le père des filles, de la fille et du fils de Sylvie Neve. D'accord. Donc, on se voit toujours, hein, tous. Et il y avait aussi Thierry Dessolas, je ne sais pas si tu vois qui est Thierry Dessolas. Et donc, non seulement on les voyait aux rencontres des Amis de 25, mais on les voyait à Périgueux, chez eux. Vers Bordeaux, on voyait alors Michel Valprémy, grand écrivain, mais vraiment au sens écrivain. Et chez Michel Valprémy, nous avons rodé nos poèmes chauds, nos dada mix, etc. Il avait c'était à son compagnon Claude Martin, qui est toujours en vie. Michel Valprémy, malheureusement, est mort un peu prématurément aussi. C'était vraiment un ami délicieux, très précieux, écrivain aussi, très précieux. Et il connaissait énormément de monde, et donc nous avions un public vraiment de fidèles assez large, des artistes, des gens du c'était où, à Périgueux? Ça c'était dans les vignobles du côté de Fronsac, par là. D'accord. Alors il y a un autre ami qui est François Huglot, Okay. dont tu as peut-être remarqué 2 livres parus dans la collection de Jean-François Bory au réel. Hein, c'est la somme
de ses articles depuis le début, et notamment les articles qu'il fait sur Citodi, qui est un des meilleurs. C'est pas un critique, c'est un lecteur, François Hublot. Et c'est un ami de très très longue date aussi, on l'a rencontré, voilà, avec les autres. Tout ça, c'est le Sud-Ouest. C'est vraiment pour nous un foyer, foyer dans tous les sens du terme, parce que ça nous a réchauffés, mais aussi parce que c'est un lieu, une concentration de choses, et ça nous a donné vraiment comment dirais-je, de l'énergie, voilà, c'est le mot, dans la joie, la création, les rencontres, enfin je veux dire, c'est le mot clé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins de rencontres entre les jeunes poètes. Ben oui, parce que les rencontres sont plus virtuelles. Oui. Parce que là, bon, la poste marchait beaucoup. D'ailleurs, il y avait l'art postal. C'est par un... Comment on appelait ça, une liste d'art postal. Ouais, voilà, c'était sur du papier. Hein. Il y avait des listes, c'était tapé à la machine. Et photocopié, que j'ai repéré Lucien Suel. D'accord. Au départ. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est l'art postal, par l'art postal, que j'ai un peu pratiqué, mais modérément. Donc voilà, ça c'est des inscriptions régionales, amicales, et des proximités d'écriture, de référence, enfin bon... Et à Périgueux, il y avait déjà Hervé Bruno. Donc voilà, j'ai participé à l'Expoésie plusieurs fois, et à la revue Oust. Voilà, tout ça rayonnait. Et ça s'est donc aussi accroché avec 25. Voilà, c'est vraiment notre famille. Plus que les sonores. Les sonores, c'est autre chose. C'est un réseau poétique, amical. Je veux dire que avec Bernard, par exemple, ça a été au début. J'étais très impressionné, on était très impressionné par lui, donc bon, on ne faisait pas trop ça, donc on s'est parlé, la sympathie s'est développée, et alors quand les quelques années de rédaction du bouquin, voilà, c'était devenu franchement amical, hein, et proche, quoi. Mais c'est pas... Alors avec tous ceux dont je parle, c'était presque du coup de foudre, quoi. C'est pas le même fonctionnement. Bien sûr. Puis on était tous à peu près du même âge. Et ça aussi, ça a compté. Oui, Bernard Hetzig avait quelques années plus faire. Oui. Il avait l'âge de ma mère. Et d'autres poètes dans le milieu poésie-action, poésie sonore, que ce soit Julien, Michel Métaille. Oui, alors voilà. Et le colloque de Cerisy a été un moment où, alors, bon, on se connaît, j'en connaissais certains un peu, mais là, ça a été un moment effectivement de rapprochement très fort. Oui. Je suis resté très... On se voit pas très souvent avec Michel, mais on a vraiment une connivence. Julien, quand on le voit pas, on l'entend, donc... oui, on a des rapports comme ça. Alors il y a des gens avec lesquels j'ai pas eu de rapport très serré au début. Par exemple, Jean-François Bory, donc il est quand même à l'origine du bouquin sur Hetzig. Hein. Et puis après, on s'était rencontrés notamment lors d'une émission à France Culture. C'était les émissions de, comment elle s'appelait, Casanova. Okay. Elle était bien cette femme. Là, on avait un peu plus sympathisé avec Bory. Moi, j'étais un peu sur ma réserve parce que je ne le connaissais pas, quoi. Hein. Et bon, tous ces poètes qui sont quand même assez frontaux dans leur pratique, je ne savais pas trop comment le prendre.
Et puis, plus récemment, vraiment, là, on a vraiment sympathisé, quoi. On a eu pendant pas mal d'années, là, je dis ça parce que là, j'ai moins de nouvelles, mais je crois que il est volontiers hors de Paris, voilà, il est pas... Mais oui, on a eu une bonne connivence, voilà, connivence est le mot, vraiment. Et j'étais content de ça parce que ça fait partie. Alors, bien avant que je ne sois familier de ce monde, de ce petit monde ou grand monde de la poésie, j'avais... Oui, c'est au tout début. C'est au tout début, à l'époque de Cheval d'Attaque, parce que le fondateur de Cheval d'Attaque, qui s'appelait Didier Pascal Lejeune, belge, hein, c'était le milieu André Blavier, etc., hein, au départ, avait fondé c'était une librairie et une société de diffusion. Et donc dans sa librairie à Paris, il y avait toutes les revues qu'on pouvait rêver, hein, de poésie, d'art, etc. Donc là, je me suis beaucoup cultivé. Et je crois que c'est là que j'étais tombé sur revue L'Énergumène, peut-être, oui, peut-être, c'était celle-là. Pas l'humidité. Non, pas l'humidité, je me souviens pas de l'humidité. Mais alors, il y avait le poème Angoisse, Cauchemar, tu sais, c'est... alors je les confonds un peu tous les deux. Angoisse, ça doit être maman, 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 dans un trou de serrure. Oui, non, je vois pas. Et l'autre, ça doit être Cauchemar, tel quel, tel quel, tel quel, tel quel, tel quel. Alors, ça c'est... Je ne savais pas du tout qui était Jean-François Bory, je ne sais même pas si j'ai retenu le nom de l'auteur à l'époque. Mais alors, quand j'ai retrouvé la trace de Jean-François Bory et que j'ai connu un peu mieux, et que je l'ai connu en vrai, là j'ai dit, mais oui, il ne m'était pas inconnu. Et ça me plaît énormément. Je dois dire que c'est tellement fort. Voilà. Et là, toutes les histoires de versification et tout ça, c'était très loin, quoi. Mais en fait, c'en est, d'une certaine façon. Ça en vient, quoi. Ça pousse le vers dans des dimensions autres, comme déjà calligramme, mais dans les calligrammes d'Apollinaire, il y a encore des vers, quoi. Hein. Mais voilà. Là, on a quelque chose, on a des figures typographiques. Et en même temps, elles sont d'un drôle. Enfin, c'est pas drôle pour tout le monde, mais elles sont tellement justes. Jean-François, lui, a toujours tiré dans le mille. Ah ouais. Incroyable. Donc ça me réjouit à chaque fois. Dans ses poèmes visuels, mais également ses poèmes alors, pour lecture. Ah oui. C'est lequel oui. Abracadabra. Machin dada, ouais. Abracadabra. Abracadabra, lecture, comment il dit, live and drunk. C'est génial, elle est géniale, sa lecture. Et la typographie, bon voilà. C'est mon rêve, c'est d'arriver à faire des trucs moi-même, hein, qui soient à la fois qui tiennent la route typographiquement et qui tiennent la route proférativement. Voilà. Parce que j'aime pas employer les termes dire. C'est pas dire la poésie, hein, c'est autre chose. C'est proférer. Et proférativement, je l'avais jamais employé, donc tu as l'exclusivité là. Mais je trouve que c'est ça. Et alors, qu'il y ait correspondance ou non entre le typographique
et le proférer, ça c'est... C'est synesthésie. C'est Rimbaudien, on revient à Rimbaud. On peut en revenir là, puisque effectivement, j'ai beaucoup insisté sur le travail typographique qui est tout le temps passé inaperçu chez Rimbaud. C'est dans les vers notamment enfin, j'en ai parlé dans le bouquin qui est sorti chez Aldante. Mais de ce que tu m'as envoyé aussi, il y a chez longtemps, la poésie littérale. Hein, dans Classique Garnier aussi, t'en parles. J'en reparle dans l'article de Garnier parce que je suis revenu sur ces questions, effectivement. Et c'est plus développé dans le bouquin 3 essais sur la poésie littérale, qui maintenant, c'est chez Léo Cher, donc Introuvable. voilà, c'est devenu introuvable. Mais j'avais étudié effectivement, notamment tous les vers de 1872, où il est clair que, parce qu'il faut sortir des niaiseries sur Rimbaud, il ne se met pas ses poèmes en s'en foutant. Dès le début, il a cherché à être publié, hein, première chose. Et pour cela, il a lu des tas de kilomètres de poésie versifiée imprimée. Et ce que j'ose dire, n'est-ce pas, c'est qu'il a une vision typographique de ses propres poèmes quand ils seront imprimés. Voilà, il a la vision, je sais qu'on peut le faire, moi ça m'arrive de voir comment ça sera quand ça sera imprimé, avant même d'avoir sauté sur le clavier, quand il m'arrive d'avoir une idée comme ça, ben, je l'imagine. Alors, si on a ça en tête, on voit que c'est des poèmes qui riment pas ou qui riment mal. Hein, et en réalité, c'est normal qu'ils riment pas ou qu'ils riment mal, c'est qu'ils cultivent des homographies et non pas des homophonies de fin de vers. Et c'est comme ça que je retrouve tout ce que j'ai travaillé dans mes recherches sur la versification, dans ma thèse et après, je le retrouve dans des œuvres ou des travaux où on n'imaginerait pas, voilà, que ça pourrait me servir. Parce que ça, je suis sûr de ce que je dis sur Rimbaud. Quand on voit que, par exemple, il fait rimer un vers qui se termine par commence et un vers qui, alors ça c'est pas des rimes, qui se termine par commerce, il est clair que le R de commerce, c'est un N pas fini. Et donc, c'est l'équivalent typographique d'une rime un peu pas très bonne, quoi. Hein, en A comme ça et A. Hein, ben, c'est la même chose, mais typographiquement. Et là, moi, ça m'a ouvert des horizons aussi, hein, parce que j'aime bien pratiquer des choses comme ça. Alors, dans le tort que j'ai eu à l'époque, mais c'était en 2003, hein, je crois, le bouquin chez Aldante, je parlais de rime grammatique. Mais je crois que le mot est mauvais. C'est des homographies de fin de vers, comme il y a des homophonies de fin de vers, baptisées rimes. Voilà. Mais le mot rime, il faut le chasser parce que ça entraîne trop de confusion. Oui. On est bien d'accord. Certaines rimes devraient pas se taire. Alors on peut rimer, hein. Moi je rime aussi, j'aime beaucoup. Mais en général, elles sont un peu perverses. On est bien d'accord. Ce qui tue la poésie. Mais chez Rimbaud aussi, beaucoup de rimes, des vraies rimes, sont perverses. Et ça, j'ai des amis dans la revue Parade Sauvage, Oui. à laquelle j'ai beaucoup contribué. Alors ça Stel... aussi, c'est une rencontre. Jean-Luc Stelmetz. Non. Non. C'est... non, et malheureusement, Jean-Luc, je l'aime beaucoup, mais il s'est mis un peu à part dans les recherches rimbaldiennes, alors que j'avais été enthousiaste de son édition en GF.
parce qu'il est le premier, hein, et ça, il faut lui reconnaître, à avoir publié, par exemple, les lettres avec les poèmes dedans, hein, alors que toutes les éditions avant publiaient les lettres sans les poèmes dedans. Hein, alors il y avait les premières lettres, les premiers mots du poème, hein, alors qu'il est clair que il est clair, et là je suis en désaccord avec Steinmetz, il est clair que le contenu de la lettre, le contexte épistolaire, je cause en universitaire là, le contexte épistolaire du poème cité dans la lettre est en relation directe avec le poème. Et Steinmetz dit que non. Mais, bien qu'il dise non, il a le mérite de réintégrer les poèmes dans les lettres. Donc, et ça, c'était la première fois. Mais la revue Parade Sauvage, c'est Steve Murphy. Ah oui, c'est Steve Murphy. Et Steve Murphy, c'est un grand ami, et je lui dois beaucoup, parce qu'il n'a pas hésité à m'intégrer à Parade Sauvage, très vite. J'ai pas dit comment je suis devenu rimbaudien. Non. Voilà, je suis devenu rimbaudien parce que dans ma thèse, il se trouve, c'était pas programmé, je me suis aperçu que Rimbaud allait beaucoup plus loin que que Mallarmé, hein, dans la déconstruction du vers, même si Mallarmé a eu des intuitions incroyables, effectivement, mais Rimbaud est allé plus loin dans la déconstruction, pas seulement des vers, mais de tout le langage poétique. Et quand je dis déconstruction, c'est parce que il le fait, j'ai trouvé l'expression très récemment, il le fait méthodiquement et rageusement, à la fois. Rageusement parce que c'est Rimbaud, hein, qu'il a la rage au ventre, mais il le fait méthodiquement, c'est-à-dire il le fait point par point. Il attaque à la césure, il attaque au vocabulaire, il attaque à la rime, il attaque à tous les niveaux possibles. C'est-à-dire si tu considères la poésie comme une cathédrale, il a ciblé la césure de l'alexandrin, hein, au sommet de la cathédrale, c'est-à-dire ce qui tient tout le système, le système hérité de tous les siècles précédents. Hein, mais il y a aussi la syntaxe, voilà, tous les niveaux linguistiques et les niveaux proprement poétiques. Il déconstruit ça pièce par pièce. Donc c'est une méthode. On n'attendait pas une méthode de la part de Rimbaud, bien sûr, il n'a pas formulé, il n'a pas écrit son discours de la méthode, mais il l'a appliqué, en tout cas. Je dirais même qu'en fait, il l'a découverte en l'appliquant. C'est la meilleure façon de créer quelque chose. Hein. Donc voilà, ça c'est Rimbaud. Et donc, on peut remonter d'ailleurs. Si la rencontre avec Steve Murphy s'est faite très rapidement, c'est au moment où je finissais ma thèse, donc en 91 par là. Il y a eu le colloque, bah oui, c'est la même année, le colloque du centenaire de la mort de Rimbaud. En 94. Hein, voilà, qui était organisé alors, 91, non. à Charleville par Steve Murphy, okay, et à Marseille par André Guyot, okay, qui est devenu mon ennemi. Mais qui m'avait invité, c'était Benoît de Cornulier, okay, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'homme de la métrique, hein, qui a complètement balayé toutes les niaiseries qu'on racontait sur le vers français, la métrique, etc., et qui a mis au point une théorie qui marche pour expliquer la tenue de l'alexandrin, pour expliquer comment
l'alexandrin peut être déconstruit, etc. Et donc là, je me saisis de Rimbaud et on y va. C'est quand j'ai publié mon premier article, qui était un morceau de thèse, je l'ai publié dans la revue Poétique. Donc ça c'était en 86, je crois. Ça s'appelait Rimbaud a-t-il découvert le vers libre par hasard? Ils m'ont changé le titre, ils n'en voulaient pas. Alors que ça avait du sens. Ils ont mis Rimbaud et le vers libre. Mais enfin, l'article est paru et il a été lu par Benoît de Cornulier, qui m'a aussitôt écrit, et qui, donc, quelques temps plus tard, a fait partie de mon jury de thèse, et m'a fait participer au colloque du centenaire à Marseille. Et il se trouve que Steve Murphy est passé à Marseille à ce moment-là, et on lui avait dit, alors ça c'est très marrant parce que personne ne me connaissait quasiment dans ce colloque de Marseille, mais à chaque fois je trouvais qu'il y avait des insuffisances dans certaines choses qui se disaient sur Rimbaud, et je disais oui, mais il se trouve qu'un certain Steve Murphy, et je citais Steve Murphy pour contrevenir aux choses qui me déplaisaient. C'était venu aux oreilles de Steve, qui au petit déjeuner est venu me trouver, on a petit déjeuner ensemble. Et tu ne connaissais pas du tout? Comment? Je ne le connaissais pas. Je savais que la revue existait, mais je ne le connaissais pas du tout. Mais on est devenus très amis après, on a fait... voilà, j'ai participé à des thèses, on a fait des numéros... Et Pierre Brunel? Sur Rimbaud. Pierre Brunel, je l'ai rencontré, mais il avait aimé mon bouquin, il me l'a dit. Quand j'ai publié, donc... J'ai pas publié ma thèse, mais j'ai publié un livre sur Rimbaud chez Champion, qui venait en grande partie de mes... Enfin, pour la partie versification, et qui venait de ma thèse. Et puis il y avait une partie stylistique, voilà, qui n'était pas dans ma thèse. Voilà, donc, du coup, Rimbaud m'amène... Enfin, tout se tient. Voilà, c'est le côté rencontre, amitié et entrecroisement des rencontres poétiques et des rencontres théoriques. Voilà.